Salut à tous, bienvenue. Si vous vous posez des questions sur la société israélienne, si vous en cherchez, plutôt si vous cherchez à en comprendre bien comme il faut le fonctionnement, restez avec nous. Nous allons parler du Lishkat Statistika, l'Institut de statistique israélien, on va dire un peu l'équivalent de l'INSEE. Vous voulez savoir comment ça marche. Nous avons le plaisir de vous présenter Agnès Topiol. Bonjour Agnès. Bonjour Cathy. Qui a fraîchement intégré officiellement le Lishkat et les Statistika en tant que fonctionnaire. Oui. Vous êtes chef d'unité du répertoire des entreprises et vous allez nous expliquer un peu le fonctionnement de cette institution. Voilà. Alors, d'abord, avant de rentrer dans tous les détails, qu'est-ce que vous y faites au Lishkat à Statistika ? Alors, avant de faire mon alliage, je travaillais à l'INSEE. Et à l'INSEE, j'étais spécialisée en statistiques d'entreprise. Et notamment, je m'occupais de tout ce qui avait trait aux grandes entreprises et plus particulièrement aux multinationales, donc aux entreprises qui ont des filiales un peu partout dans le monde et qui déploient leurs activités sur toute la planète en profitant de tout ce qu'on peut trouver intéressant dans les différents pays. J'ai eu la chance, en arrivant en Israël, de pouvoir poursuivre ce sujet d'études au Lishka Merkazit les Statistika, qui est donc l'équivalent de l'INSEE en Israël, qui est aussi un institut national, donc, qui est sous la tutelle en Israël du cabinet du Premier ministre. Et donc, je poursuis ces activités. Je travaille sur le répertoire d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un répertoire d'entreprise ? Un répertoire d'entreprise, c'est une base dans laquelle on gère toute l'information relative aux entreprises d'un pays. D'accord. Donc, c'est l'équivalent du répertoire Sirène pour les gens qui connaissent le système français dans lequel, en fait, on va trouver l'ensemble des personnalités morales, donc des entreprises, avec toutes les informations qui les concernent, à la fois des identifiants, des noms, des adresses, leur activité. C'est accessible à tous ? Non. Alors, il est accessible à tous en France depuis peu. Mais en Israël, c'est vraiment une base de données qui est complètement confidentielle et qui n'a simplement comme usage que des usages statistiques bien encadrés par la loi. D'accord, donc c'est pas pour tout le monde, contrairement à la France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Lishkat ? À quoi ça sert ? Alors, un Lishka, que ce soit en France, comme en Israël ou comme dans les pays, un Lishka Merkazit les Statistika, c'est un institut qui est chargé de collecter, de produire, de traiter, d'analyser et de diffuser de l'information pour décrire à la fois tout ce qui a trait à la démographie, à la société et à l'économie. Alors, pour être un petit peu plus concrète et donner quelques exemples, tout le monde a déjà entendu parler du PIB, qui mesure PIB, ouais. Voilà, du PIB, qui permet de mesurer la croissance économique selon son évolution. Okay. Par exemple, c'est le Lishka Merkazit les Statistika qui produit cet indicateur en Israël, tout comme c'est l'INSEE qui produit cet indicateur en France. Pour la France. Le taux de chômage aussi, qui est souvent attendu en Israël comme en France, c'est aussi le Lishka. L'indice des prix à la consommation, ça aussi, c'est quelque chose qui est très regardé et que les gens connaissent de manière générale parce qu'on en entend souvent parler dans la presse, etc., qui donne une information sur l'inflation dans un pays. Ça aussi, c'est le Lishka. Et de manière générale, toute l'information quantitative, donc chiffrée, qui permet de décrire à la fois l'économie, le social et le démographique. D'accord. Alors, est-ce que ce sont des outils plutôt pour nos gouvernants ou est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut aussi y avoir accès ? Alors, les usagers sont vraiment multiples, à la fois en France, en Israël et dans le monde entier, puisque la vocation d'un institut statistique public est de fournir de l'information qui va permettre à la fois donc, aux gouvernants de décider de la politique économique et d'avoir de l'information chiffrée pour prendre leurs décisions, qui va pouvoir aussi éclairer le débat public et de pouvoir prendre des décisions au niveau local. Donc, c'est aussi le cas en Israël. Ça sert aussi aux mairies, ça sert aussi à ce qu'on appelle les chevrot kalkaliot, etc. Enfin, vraiment au niveau local, on utilise aussi
beaucoup cette information, mais c'est aussi de l'information qui est très utilisée par les journalistes, dans la presse, par les étudiants, par les chercheurs, par les entreprises elles-mêmes pour faire leurs projections, pour avoir de l'information sur leur part de marché, sur leurs concurrents, etc. Enfin, même si ce n'est pas de l'information fine, hein, mais ça leur donne des tendances, ça leur donne des... Donc, vraiment, c'est une information qui concerne, j'ai envie de dire, à peu près tous les agents économiques. Ouais. Donc, c'est très, très, très utile. Oui. Évidemment, on a l'impression que ce sont des chiffres, que c'est un peu sec, mais finalement, derrière, la réalité qui se cache est passionnante. Ah oui, ouais. Oui, bien sûr. Ça permet vraiment de décrire le monde qui nous entoure, certes avec des chiffres, avec des indicateurs, mais ça donne... voilà, il y a là, on arrive bientôt à Rosh Hashanah. Ouais, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Et de manière un peu traditionnelle, au moment de Rosh Hashanah, le Lishka publie à chaque fois une analyse qui fait un bilan démographique de toute l'année. L'INSEE fait la même chose du reste au mois de janvier, au moment du début du nouvel an. Et ça nous permet de savoir que, grâce à Dieu, notre pays compte bientôt 8,9 millions d'habitants, qu'on atteindra prochainement les 10 millions, que le taux de fécondité est assez élevé par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, que c'est plutôt un pays jeune, avec un certain dynamisme démographique, et surtout que près de 90% des gens sont contents, plutôt satisfaits de leur existence. Okay. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Concernant la pauvreté, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, on a souvent annoncé des chiffres comme 500 000 enfants qui n'auraient pas à manger en Israël. Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Parce que je sais que c'est pas votre domaine, mais je pose la question comme ça à tout hasard. Alors, est-ce que ça recule la pauvreté? Est-ce qu'au moins le chiffre global non plus? Effectivement, de ce point de vue-là, Israël n'est pas bien classé. Exact. Je veux dire, c'est vraiment un sujet sur lequel, de la même manière que concernant la qualité des infrastructures, notamment des transports publics, etc., où les notations ne sont pas super par rapport aux autres pays. Après, moi, c'est un domaine que je maîtrise moins, sur lequel j'ai moins travaillé, même en France. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, je ne sais pas véritablement... je ne connais pas vraiment bien ces indicateurs, je ne sais pas ce qu'ils recouvrent et je ne sais pas si véritablement, tels qu'ils sont définis, les comparaisons auxquelles on aboutit sont vraiment pertinentes. Okay. Parce qu'il faut savoir, je veux dire, les instituts créent des chiffres et les chiffres sont parlants et les chiffres sont intéressants, mais parfois, il y a de la marge d'amélioration des indicateurs aussi et de ce qu'ils recouvrent. Des fois, il peut y avoir aussi des différences entre ce que comptabilisent des pays, selon certaines méthodologies par rapport à d'autres, etc. Donc moi, je ne sais pas si vraiment tout est pris en compte, y compris toutes les aides et le dynamisme du tissu associatif en Israël, quoi. Si c'est assez bien pris en compte pour justement bien évaluer le niveau de la pauvreté en tenant compte aussi de tout ce qui existe autour. Exactement, de ça. Et qui peut des initiatives privées qui peut aussi atténuer. Il y a un moins grand engagement de l'État, ça c'est certain, par rapport à d'autres pays, notamment en Europe. Mais pour autant, c'est la société civile qui voilà, est-ce que finalement tout ce milieu associatif et l'engagement personnel ne permet pas de compenser ou ne permet pas d'atténuer un petit peu? Et est-ce que ça c'est assez bien pris en charge, en compte dans ces indicateurs? Ça vraiment je l'ignore. Alors une autre question, puisque vous avez travaillé dans les deux instituts, on va dire centraux, enfin en tout cas en France et ici, est-ce que c'est très similaire dans la façon de travailler? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou pas tellement finalement? Alors, il y a quelques différences au niveau institutionnel. Okay. Donc, l'INSEE est une direction du ministère de l'économie et des finances, alors que le Lishka Hamerkazit Lestatistika est sous la tutelle du cabinet du Premier ministre. Ça, c'est une différence de positionnement qu'on retrouve dans le monde entier, parce que les instituts statistiques sont à la fois des organes qui appartiennent à l'administration et qui sont sous l'égide de l'administration, mais en même temps, ils ont vocation à être indépendants et à produire une information qui est
le moins politique ou possible, ou le moins influencé, on va dire, par le pouvoir en place. Donc, selon les pays, soit c'est sous l'égide du cabinet du Premier ministre, soit du Premier ministre, mais sans qu'on sache véritablement qu'est-ce qui permet d'avoir le plus de poids. Voilà, le plus d'autonomie, le plus d'indépendance. Voilà. C'était le contraire, c'est plutôt ça, quoi. L'idée, c'est on cherche à montrer qu'on est vraiment indépendant et que on est impartial. Maintenant, où est-ce que c'est, à quel ministère il vaut mieux être rattaché pour... Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce que vous avez eu des pressions justement du ministère des Finances ou ici du ministère, du bureau du Premier ministre pour... Alors ici, j'ai pas assez d'ancienneté pour pouvoir m'exprimer. En France, je dirais pas trop. C'est moins le cas, par exemple, dans les services statistiques des ministères. Là, par contre, l'influence du pouvoir politique est beaucoup plus forte. Donc il faut lutter pour essayer de rester un organe impartial. Ouais, voilà. Il me semble qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué dès lors qu'on travaille dans les services statistiques des ministères. À l'INSEE, je dirais que j'ai moins senti. Je pense que c'est vraiment l'impartialité et l'indépendance, c'est vraiment quelque chose auquel l'INSEE croit beaucoup, attache une grande importance, et c'est quelque chose qui est assez reconnu en France. Donc, voilà. Ok. Par rapport au personnel, la façon de travailler, l'ambiance de l'intérieur. Ça, non. Ça, par contre, je trouve qu'il y a assez peu de différence finalement. D'accord. C'est un endroit assez ouvert, intellectuellement parlant, où il y a beaucoup de débats, où les gens en fait sont assez passionnés par les métiers qu'ils exercent et par ce qu'ils font, même si c'est très technique et ça peut paraître très ardu au commun des mortels, mais pour la plupart c'est vraiment des gens passionnés, et donc c'est des gens qui adorent discuter. Parfois ça ressemble un peu à une yeshiva avec du pile-poule comme ça, où les gens vont batailler sur des points de méthodologie, où les relations donc, sont quand même assez informelles et assez riches. Et je retrouve la même chose ici, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite frappée. C'est que je retrouvais un peu cette même ouverture, cette même curiosité intellectuelle et cette même passion des gens par rapport aux sujets techniques sur lesquels ils travaillent. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'ouverture d'esprit? Alors, vous me dites que c'est un peu pareil, mais la façon dont on peut peut-être évoluer dans un organe important comme celui-ci, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus facile d'évoluer au sein du Lishkat Statistika en Israël ou à l'INSEE? C'est une bonne question, mais alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas assez de recul pour y répondre. J'ai quand même l'impression, compte tenu de mon parcours et de mon profil particulier, qu'on laisse sa chance. Et je l'ai aussi entendu souvent par des collègues en Israël, depuis que je suis arrivée, des gens qui m'ont raconté, moi, grâce au Lishka, j'ai pu étudier, j'ai pu passer un Toar Rishon d'abord, puis un Toar Sheni, une maîtrise. Et puis, il y a un système vraiment très fort d'encouragement à la formation professionnelle, ce qui fait que je pense que les gens peuvent gagner davantage d'argent s'ils acceptent, au bout d'un certain nombre d'années, de faire suffisamment d'heures de cours pour se former. Et donc ça, vraiment, ça, c'est, de mon point de vue, c'est absolument extraordinaire, quoi. Ça n'existe pas en France? Alors bien sûr, si, il y a tout un dispositif de formation, mais il me semble que l'incitation est beaucoup moins forte. C'est-à-dire que effectivement, si les gens demandent, on ne va pas leur refuser, surtout si c'est une formation qui est vraiment en rapport avec leur poste. Mais dès que les gens sont sur des postes un peu exposés, etc., on va un peu grincer des dents dès qu'ils vont s'absenter une semaine pour aller faire un stage d'anglais ou de comptabilité. En Israël, c'est beaucoup plus non, j'ai vraiment l'impression que, je veux dire, j'ai autour de moi des collègues qui continuent leur cursus universitaire, qui font des thèses, etc. J'ai l'impression qu'il y a une incitation forte et du coup, je pense qu'il y a un retour sur investissement. Après, faut... Ok. Qu'est-ce que vous avez apprécié plus particulièrement dans ce que vous faites, vous, au sein de cet institut des statistiques en Israël? Alors, moi, je travaille sur un sujet qui est très particulier, qui concerne en fait le rôle
d'Israël dans la globalisation des entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce que les entreprises mondialisées viennent faire en Israël? Qu'est-ce qu'elles viennent rechercher? Quel genre d'activité elles viennent localiser ici? Donc vous étudiez, on va dire, les multinationales qui Exactement. s'implantent en Israël. Voilà, et les multinationales qui s'implantent en Israël et les firmes israéliennes qui s'implantent à l'étranger. Dans les deux sens. Voilà, Okay. Dans les deux sens. Et donc, je travaille sur un concept qui est pas tout à fait récent, mais pas non plus très ancien, qui s'appelle les fabless. C'est-à-dire que ce sont des entreprises industrielles qui n'ont plus d'usine. D'accord. En fait, elles ont gardé le cerveau, la recherche-développement en France. La plupart du temps, c'est elles qui savent exactement ce qu'elles veulent produire, la tête des produits finaux, etc., qu'elles vont vendre, mais elles font tout faire à l'extérieur. Ok. Et c'est pareil en Israël? Oui, c'est pareil. En Israël, il y en a de plus en plus. D'accord. Et donc, en fait, une grande partie de mon travail vise à traquer et à trouver des méthodes pour être capable d'identifier ces entités, parce qu'on comprend bien que du point de vue statistique, à la fois, elles ont un rôle véritable dans le processus industriel, c'est-à-dire qu'elles décident de tout, elles ont les plans, elles ont la recherche et développement, enfin, elles ont les brevets, etc. Elles savent exactement à quel type de produit on veut aboutir, mais le processus de production, en fait, se fait de plus en plus rarement en Israël. Donc, il est délocalisé. Et en interne, il est délocalisé. Donc, la plupart du temps. C'est compliqué de l'évaluer, en fait. Et c'est pas très facile à évaluer, et ça pose de gros problèmes à la statistique, parce que effectivement, on comptabilise ces entreprises comme des entreprises industrielles, mais elles n'ont pas d'ouvriers. Donc, quand on envoie des enquêtes, elles disent bah non, mais nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas. Donc, il faut s'adapter, il faut trouver de nouveaux moyens de comptabiliser, en fait. Voilà, de les classer, de les comptabiliser, de les comparer entre elles, etc., pour que ça soit significatif. Et effectivement, là, déjà depuis plusieurs années, en fait, Israël est devenu véritablement le cerveau du monde. C'est-à-dire qu'on voit que les entreprises internationales de plus en plus recherchent à avoir tout un centre de recherche en Israël. Et même les entreprises israéliennes, en fait, finissent par ne laisser plus qu'ici que leur cerveau et faire ailleurs absolument toutes leurs activités productives, voire leurs activités commerciales. Et tout ça échappe, bien sûr, à la statistique, quoi. Mais des douanes. Mais vous échappe pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Voilà, on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, mais il va falloir des années. L'économie du 22e siècle. Allez, on est en route. C'est ça, c'est de la prospective économique. Ouais, c'est tout à fait. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, de parler un peu de cet organe qui est important, cet institut plutôt. C'est important aussi pour nous, citoyens, de savoir comment ça fonctionne. Oui, et puis d'où on peut aller chercher des chiffres. Ils ont un site. Il est traduit en anglais. Mais voilà. Donc, il y a plein d'informations qui sont disponibles. Donc, je crois que le site, c'est www. Vous pouvez regarder, pas de problème. Oui, je peux regarder ma fiche. Bien sûr. cbs.gov.il. Voilà, donc là-dessus, on peut avoir toutes les informations. Il y a tout, les derniers chiffres, les dernières informations, surtout. Puis il n'est pas beau le site, mais il est bien fait. C'est-à-dire que on arrive vite à s'y repérer. Très bien. Bon, on va finir sur ça. Merci beaucoup Agnès Taupiol. Bon courage dans vos nouvelles fonctions, vos nouvelles activités. Une bonne année. Voilà. Ouais, Shana Tova à tous les téléspectateurs. Plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.